Eh bien, bonsoir à tous. Pendant très longtemps, foi et effroi ont rimé à cause justement de toutes sortes de persécutions religieuses, toutes sortes de guerres de religion. Si on saute même le domaine de la religion, on pourrait dire que du point de vue politique, dans bien des pays, l'adhésion obligatoire à certaines idéologies, à certains idéaux, ont aussi semé l'effroi. Si bien que la plupart du temps, on pourrait dire que le problème des croyances, le problème d'adhérer à telle ou telle foi, a toujours été aussi un peu en rapport avec justement la peur, parce que si on n'a pas la bonne foi, si on n'est pas de bonne foi, si on est justement un mécréant, le mécréant c'est celui qui a une mauvaise croyance, ça va pas du tout et on risque gros. Pendant un certain temps, récemment, on a pensé que ça se calmait un peu et que finalement, il y avait de moins en moins de problèmes de ce type-là. Et puis récemment, on peut s'apercevoir que ça revient complètement. On peut s'apercevoir que dans l'actualité du monde, on est à nouveau complètement confronté à cela. Si bien que le sujet de ce soir, c'est le problème des extrémistes. Par rapport à ce sujet de foi et d'effroi, de crise de foi et d'effroi, c'est le sujet des extrémistes, des intégristes, des fondamentalistes, des fanatiques. Parce qu'on s'aperçoit que finalement dans notre monde, ils sont là, ils sont présents et bien présents, et que ça pose de plus en plus de problèmes donc dans notre société. Avant d'aller plus loin, on pourrait essayer de définir quelque peu ce que ça représente. Qu'est-ce qu'on appelle un extrémiste ? Un extrémiste, c'est simplement quelqu'un qui a un comportement par lequel il défend des opinions, il défend des idéologies dans un aspect très radical. Il est vraiment dans l'extrême de cette opinion. Et il cherche à mettre en place absolument cette opinion dans l'aspect donc, qui lui convient le mieux. Ce qui caractérise le mieux un extrémiste, c'est la plupart du temps tout un dogmatisme. Il y a très peu de possibilités de discussion, voire pas du tout de discussion. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et donc c'est rempli de dogmes, d'obligations, d'idées toutes faites ou d'idées reconstruites éventuellement. Mais voilà, on ne peut pas dépasser ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extrémisme. Naturellement, quand on parle d'extrémiste, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on a tout de suite un petit peu dans la tête l'image de gens qui se feraient sauter, ou de gens qui vont jusqu'au bout, ou de terroristes. Mais non, il ne faut pas confondre terroristes et extrémistes. On va trouver des extrémistes à peu près partout, dans toutes les sphères de notre société. Puisque finalement, un extrémiste, c'est quelqu'un qui est absolument persuadé d'avoir raison et ça ne se discute pas. On va trouver naturellement des extrémistes dans le domaine des religions, on va trouver des extrémistes naturellement dans le domaine de la politique, ça va de soi. Mais dans toutes les questions de société aussi, on va en trouver. Un scientifique qui ne veut pas entendre parler de la conscience et pour lequel il n'y a que la matière qui compte, c'est un extrémiste. Ou un religieux qui ne veut pas entendre parler de la matière parce que tout est conscience, c'est aussi un extrémiste. Un médecin qui ne veut pas du tout entendre parler d'autres façons de soigner que l'allopathie la plus traditionnelle, c'est une forme d'extrémisme. Un économiste qui dirait, mais hors de l'économie ultra-libérale, point de salut. Pareil. Ou bien quelqu'un qui prônerait tellement l'industrie chimique et qui dirait que la seule façon de pouvoir nourrir la planète tout entière, quand on sera 10 milliards d'individus, c'est par l'agriculture la plus traditionnelle avec des produits chimiques. Et qui veut entendre parler de rien d'autre en disant « ce sont des fantaisistes ». Encore une fois, c'est tout à fait un extrémiste. Donc vous voyez, on trouve finalement cet extrémisme partout, dès que quelqu'un a une position radicalement fixée comme ça, et qui ne veut pas entendre autre chose. Donc c'est intéressant de voir que finalement, cet extrémisme, ça n'est pas réduit simplement à quelques terroristes. C'est aussi quelque peu différent de ce qu'on peut appeler fondamentaliste ou intégriste. Les fondamentalistes et intégristes sont des extrémistes, mais tous les extrémistes ne sont pas fondamentalistes et intégriste. C'est les deux mêmes mots, c'est deux façons différentes de le dire, mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un fondamentaliste ou un intégriste ? C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il faut en revenir au fondement même d'une idée. Par conséquent, un fondamentaliste chrétien veut revenir vraiment aux textes fondamentaux, ou un fondamentaliste musulman veut qu'on en revienne strictement
exactement à la lettre du Coran. D'ailleurs, vous voyez, intégriste, c'est en revenir au texte intégral. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que dès qu'on cherche à interpréter les choses à la lettre, on en revient à ce qui est dit, on est un fondamentaliste ou on est un intégriste. C'est parce que justement, quelquefois, on a eu peur de se diluer, on y reviendra tout à l'heure, qu'on a une certaine tendance à dire il serait temps d'en revenir aux textes originaux, aux intentions originelles, et surtout ne pas partir maintenant dans des interprétations douteuses. Et puis, le fanatique, alors ça c'est un mot assez intéressant, ça vient de fanum, qui veut dire le temple. Et donc autrefois, le fanatique, c'était le serviteur du temple. En effet, il y avait par exemple dans le temple d'Isis, il y avait des gens qui étaient donc des gardiens de ce temple, qui étaient en quelque sorte des prêtres de ce temple, et qui étaient traités de fanatiques, ce qui n'était pas du tout péjoratif à l'époque. C'est simplement des gens qui montraient une certaine exubérance. Ils chantaient, ils jouaient, ils parlaient, ils se sentaient toujours quelque peu habités par Dieu. Et donc on les appelait les fanatiques, les porteurs du temple, comme ça. Évidemment, ça a perdu un peu de son sens, mais vous remarquerez combien les fanatiques, alors là, c'est aussi souvent des extrémistes, mais il y en a encore plus partout que des extrémistes. Parce que finalement, des fanatiques de n'importe quoi, pas simplement de Dieu, mais des fanatiques par exemple de football, des fanatiques de tel chanteur, des fanatiques de telle chose, il y en a. Et lequel d'entre nous n'est pas devenu fan à un moment donné de quelque chose ? Donc à un moment donné, on est tous devenus fans d'une personne, d'un système, etc. Voilà, ça nous a passé, mais on a eu notre période comme ça où on était fan. Donc c'est des petites périodes comme ça dans notre vie où on peut être aussi extrémiste. Voilà, pour vous donner un petit peu une définition de ce que représentent ces éléments avec lesquels maintenant nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Depuis 2 mois que nous avons commencé à essayer de voir les problèmes de l'humanité et les défis qui se posent à l'humanité, on a déjà vu 2 choses. D'abord, nous avons vu le problème de qui a tort, qui a raison, le problème de la vérité. Avoir raison ou avoir tort. Bon. Naturellement, cette problématique, elle va être au centre de ce que nous allons dire ici ce soir. L'extrémiste ou le fondamentaliste étant absolument certain qu'il a raison et que tous les autres ont tort. Le mois dernier, nous avons parlé du problème des frontières. Comment est-ce qu'on met des frontières, on met des barrières les uns vis-à-vis des autres, on creuse des gaps. Comment est-ce qu'on est capable finalement comme ça d'arriver à séparer les choses des unes des autres ? Et nous allons voir qu'effectivement, là aussi, l'extrémiste ou le fondamentaliste a tendance à mettre des barrières entre lui, les siens, ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Donc, ce soir, ça va être aussi une forme de synthèse de ce que nous avons déjà vu depuis 2 mois. Intéressant aussi de voir que cette énergie d'extrémisme va nous amener à voir à nouveau un rayon. Le mois dernier, nous avons vu le rayon 4, le rayon d'harmonie par le conflit, et il était particulièrement important parce que ce rayon 4, c'était vraiment le rayon de l'humanité, le rayon fondamental de l'humanité, l'harmonie par le conflit, ce qui nous a amené à voir le principe de conflit et le principe d'harmonie. Là, aujourd'hui, avec cette problématique, nous allons aborder le problème donc, de l'extrémisme par le rayon 6, qui est le rayon de l'idéalisme et de la dévotion. Vous voyez, c'est tout un programme, idéalisme et dévotion. Et pour comprendre tout le processus de l'extrémisme ou tout le processus du fondamentalisme, il faut que nous comprenions ce rayon 6 de la même manière que nous avons compris le rayon 4 la fois dernière. Et c'est très important, parce que le rayon 6, je vais vous en parler plus en détail, c'est le rayon le plus fondamental depuis 2000 ans. Ça veut dire que c'est le rayon qui a influencé complètement l'humanité depuis 2000 ans. Ça veut dire que si nous voulons comprendre quelque chose à l'humanité depuis 2000 ans, il faut totalement rentrer en résonance avec cette histoire de rayon 6. Donc, on a compris l'humanité par le rayon 4. Maintenant, on va comprendre son histoire des 2 derniers millénaires par ce processus du rayon 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rayon ? Ce rayon d'idéalisme, dévotion, comme je viens de vous le dire, c'est un rayon qui a commencé à influencer l'humanité il y a un petit peu plus de 2000 ans. Vous vous souvenez ce qu'on a vu la fois dernière ? Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais peut-être en redire un petit mot. Nous avons vu que les rayons ne sont pas tous présents en même temps dans l'histoire de l'humanité. Ils ont ce qu'on appelle des cycles, des périodes, des saisons. Et lorsqu'un rayon est présent pendant une certaine période, vous voyez, ça peut être très long, ça peut être 2000 ans, ça peut être simplement que quelques centaines d'années parfois, eh bien, il va imposer sa marque à tout ce qui vit sur Terre. Il va imposer une civilisation, une culture
à l'humanité dans son ensemble, quel que soit le pays où il habite. Il va imposer aussi certaines qualités, caractéristiques aux plantes, aux animaux, aux minéraux. C'est-à-dire que finalement, c'est une énergie de rayon qui s'impose absolument partout. Lorsque cette énergie se retire, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, comme nous allons voir tout à l'heure, eh bien, elle n'impose plus quoi que ce soit. Mais elle ne part pas. Elle reste là à la disposition de qui veut travailler avec. On y reviendra tout à l'heure. Mais elle n'impose plus sa civilisation. Généralement, à ce moment-là, un autre rayon a pris sa place et donc une nouvelle culture, une nouvelle civilisation se met en place. Ce sera très intéressant d'ailleurs un jour d'étudier l'histoire des civilisations humaines, aussi longtemps qu'on puisse remonter, par justement cette intervention et ces changements des rayons dans l'histoire de l'humanité. Et donc, pendant 2000 ans, ce rayon a imposé l'histoire de l'idéalisme donc à l'humanité. C'est-à-dire que finalement, il faut bien s'imaginer, se représenter ce qu'était l'humanité il y a 2000 ans. La principale préoccupation, c'était de pouvoir survivre. C'était de vivre instinctivement, c'était de trouver de quoi manger, de quoi vivre, peut-être de quoi s'enrichir. Mais à part les philosophes qui ont toujours existé, ou les quelques scientifiques, ou les quelques personnes avancées et qui menaient l'ensemble de la population vers le progrès, à part ces quelques individus, la masse était étonnamment d'un niveau très bas. Il n'y avait pas du tout d'éducation mentale, donc on ne pensait pas. Et chose curieuse qu'on a du mal à imaginer maintenant, il n'y avait pas non plus d'idéaux. Par exemple, les idéaux qui maintenant nous paraissent tellement évidents. Mais à l'époque, il n'existait pas du tout. C'est le rayon 6 qui a essayé de susciter ça et qui a mis finalement l'idéal en rapport avec l'humanité. Par exemple, c'est pour ça que toutes les religions ont eu une importance considérable pendant ces 2 derniers millénaires. Parce que c'est par le biais des religions que finalement l'idéalisme s'est mis progressivement en place. C'est par le biais des religions que progressivement on est arrivé à développer quelques idéaux qui n'existaient pas auparavant. Vous savez, c'est une grande erreur quand on fait des films sur la mythologie ou des films sur l'Antiquité. On vous représente des Grecs, des Romains de l'Antiquité, etc. La grande erreur, c'est qu'ils sont généralement tous représentés avec des idéaux. Ils croient en la liberté, en la fraternité, ils vont se battre pour ceci, pour cela. Non, ça c'est une projection, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, encore une fois, sauf certaines personnes avancées, le peuple cherchait simplement à survivre. Et donc, les idéaux, pour reprendre ce que nous connaissons bien, de liberté. Liberté de quoi? Par rapport à quoi? De fraternité. On oublie. D'égalité. On oublie encore plus. De partage. D'équité. Oui, toutes ces choses maintenant qui sont pour nous très courantes, pas forcément dans l'application, mais en tout cas dans l'idéal, toutes ces idées sont là, mais finalement ça n'était pas du tout présent à l'époque. Et tout le travail du rayon 6, ça a été de susciter progressivement ces idéaux. Donc premier travail de ce rayon, développer les idéaux dans l'humanité. Pour cela, en développant certaines idées de Dieu. Ce qui nous amène à un deuxième aspect, développer les valeurs dans l'humanité. Là aussi, l'humanité n'avait pas de valeurs, si ce n'est que des valeurs concrètes. Il n'y avait pas vraiment toutes les valeurs dont pour l'instant nous réclamons. Et puis troisième élément qui va avec, le rayon 6 devait développer absolument l'abstraction. En effet, les dieux il y a 2000 ans étaient étonnamment concrets. D'ailleurs, on les représentait souvent sous forme d'idoles, on les représentait comme ça d'une manière très pratique. Et puis, les gens qui adoraient ces dieux, c'était aussi très très concret. On attendait quelque chose d'eux en retour. On attendait des bonnes grâces, on attendait des bonnes récoltes, etc. Et donc, le rayon 6 s'était dit, mais ce qui est intéressant, c'est que par ce rayon, on va réussir à développer l'abstraction chez l'humanité. Comment l'humanité va essayer de concevoir une notion de divinité beaucoup plus abstraite que ce qu'elle peut concevoir maintenant. Et ça a marché. Et cette abstraction, elle est devenue tellement importante qu'elle a même progressivement envahi, si j'ose dire, le plan mental, et que c'est ce qui a donné le goût de la science, le goût de la lumière, le goût de l'éclairage, comprendre, le goût de la vision. Le rayon 6, donc finalement, par ce processus d'abstraction progressif, a réussi à amener à l'humanité à un tel niveau qu'il n'existait absolument pas il y a 2000 ans. C'est pour ça que, maintenant que ce rayon se retire, on pourrait se dire mission parfaitement accomplie.
Bravo. C'est pour ça que quelquefois des gens disent « Oh mais toutes les religions, finalement, elles n'ont abouti à rien, c'est un échec. » On voit bien que les gens se retirent de plus en plus des religions, ça ne les intéresse plus. Ah mais non, pas du tout. C'est un succès complet. Les religions, elles ont exactement amené l'humanité là où on cherchait à l'amener. C'est fantastique de voir comment finalement tout le monde chrétien a essayé de développer une idée de Dieu, un Dieu abstrait, un Dieu transcendant, un Dieu global, qui ne ressemble pas du tout à croyance qu'on avait il y a 2000 ans, où c'était extraordinairement concret. Le bouddhisme a développé de son côté l'idée d'un Dieu immanent, savoir que l'être humain est fondamentalement divin. C'était totalement ignoré auparavant. Et on voit bien comment, avec l'islam, toutes ces combinaisons ont pu se développer et comment maintenant l'humanité en arrive à un point où on peut dire merci les religions de nous avoir amené ça, parce que tous les idéaux de fraternité, tous les idéaux d'amour, les idéaux d'unité, de partage, etc., maintenant sont passés dans le domaine laïque. C'est plus simplement les religions. Les gens, même sans aucune culture religieuse, sont avec ces idéaux, sont avec ces valeurs, et cherchent vraiment à amener ces valeurs dans le quotidien, parce que ça paraît important et ça paraît absolument évident qu'il faille le faire. Donc c'est là où on voit à quel point, finalement, c'est un franc succès. Le rayon 6, en 2000 ans, il a fait passer vraiment l'humanité d'un point dans lequel les idéaux n'existaient pas à un point où ça devient quelque chose de vital. À tel point que même quelqu'un qui n'a pas d'idéal dans la vie se sent complètement paumé. Et quelqu'un qui momentanément perd tous ses idéaux, on dit qu'il est dépressif. Voilà, il ne croit plus à rien, il n'a plus envie de quoi que ce soit. C'est vous dire à quel point c'est devenu un aspect fondamental de l'humanité, donc en 2000 ans. C'est ce grand aspect éducatif du rayon 6. Comment est-ce qu'il s'y est pris et comment est-ce qu'il fonctionne, ce rayon 6 ? Il va fonctionner sur le 6e plan, parce qu'il y a toujours des analogies entre les chiffres. Le 6e plan, c'est le plan émotionnel, c'est le plan du désir, le plan affectif. Le 7e plan étant le plan physique. Naturellement, ce plan a été extrêmement important, parce que c'était vraiment le seul plan sur lequel ce rayon pouvait travailler. Encore une fois, l'humanité n'avait absolument pas développé de mental, pas d'éducation, pas de scolarisation, à part quelques exceptions. Donc c'était véritablement sur ce plan du désir qu'il était nécessaire de travailler. Voilà pourquoi finalement l'humanité, progressivement, donc, a travaillé ce qu'on aurait pu appeler une transmutation du désir, une transformation du désir. Plutôt que de désirer simplement toujours les sempiternelles mêmes choses sur le plan physique, s'est mis à désirer quelque chose de plus abstrait, des valeurs, des choses qui n'existaient pas, des choses qui n'étaient pas rentables, des choses qui ne servaient pas directement à la vie physique. Et donc progressivement, on a vu ces idéaux se développer par justement le biais des religions. Mais grâce au plan émotionnel. Tout ceci n'était pas raisonnable, tout ceci n'était pas pensé, ce n'était pas véritablement des idées. Non, c'était véritablement des émotions, des désirs. On en avait envie. Ça semblait bien, ça semblait chouette, ça semblait véritablement intéressant. C'est là où il est intéressant de bien comprendre la différence entre une idée et un idéal. Parce que le rayon 6 ne travaille pas sur les idées, il va travailler sur les idéaux. À l'origine, fondamentalement, si on voit ce qui se passe philosophiquement, scientifiquement, il n'existe que des idées. Très très souvent, je vous l'ai dit ici, au départ, ce monde existe parce que des grands principes fondateurs, des grandes idées fondamentales existent et finalement se sont progressivement matérialisées. La matérialisation d'une idée, c'est ce qu'on appelle une idole. Ça peut paraître bizarre, mais une idole, c'est une idée matérialisée. Et d'ailleurs, quand je vous disais que le rayon 6 avait essayé de rendre plus abstrait l'idée de Dieu, on voit bien qu'il y a 2000 ans, les gens adoraient des idoles, des idées de Dieu mises en forme. Mais toute idée, la chaise sur laquelle vous êtes assise, est l'idole de celui qui l'a conçue. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une idée va devenir forcément une idole. Mais pour ça qu'elle doit passer par un stade intermédiaire, qui est le stade émotionnel, qui est le stade de l'envie que cette idée se matérialise. C'est ce qu'on appelle le stade de l'idéal. Nous avons donc le stade de l'idée, l'idéal, qui aboutit à l'idole. Bien. C'est très intéressant de faire
la différence entre idée et idéal, encore une fois, si on veut bien comprendre ce qui va se passer après. Quand on parle d'idée, et généralement on en parle un petit peu à propos de tout, il faut bien comprendre qu'il s'agit de principes, il s'agit de lois, ou bien il s'agit d'idées fondatrices. Ce sont ces idées dont parlent par exemple les philosophes, ou dont parlent les scientifiques. Lorsqu'on essaye d'évoquer une idée, c'est toujours quelque chose d'un petit peu froid ou d'interrogateur. C'est pas forcément enthousiasmant. Par exemple, si on prend l'idée de liberté. L'idée de liberté, si on essaie de voir l'idée, immédiatement ça pose question. Quand on parle dans les idées, on a besoin de définir fondamentalement de quoi il est question. Donc si d'un seul coup je me mets à parler de liberté, avec quelqu'un qui est dans le domaine des idées, il va me dire « Qu'est-ce que tu entends par liberté ?» C'est une bonne question. J'entends la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Oui, mais est-ce que c'est véritablement ça la liberté? Est-ce qu'elle est purement physique ou est-ce qu'on a une liberté émotionnelle ou une liberté mentale? Est-ce que dans un monde où il y a un plan humain d'involution et d'évolution, est-ce que l'être humain est libre? Eh bien, et donc la liberté, c'est la liberté intérieure ou c'est la liberté extérieure? Qu'est-ce qui donne la liberté? C'est une bonne question. Bon, oui, ça, c'est la philosophie. La liberté, l'idée, c'est véritablement quelque chose qui va nous amener à nous poser beaucoup plus de questions, peut-être qu'à amener de réponses. Et vous voyez, ça interroge. Ça nous amène beaucoup plus profondément à l'intérieur. On doit creuser la question. Là, on est dans l'idée. Dans l'idéal, pas du tout. L'idéal, c'est cette idée qui descend sur le plan émotionnel. Et comme ça descend sur le plan émotionnel, c'est beaucoup plus l'enthousiasme de l'émotionnel qui va compter, beaucoup plus que l'idée. Et là, je ne me pose pas toutes ces questions. Si je suis sur le plan idéal, la liberté, je trouve ça génial, la liberté, c'est super. Moi, s'il n'y avait pas de la liberté, je ne pourrais pas fonctionner comme ça. Oui, comment j'y mets un peu toute mon exubérance. Oui, mais qu'est-ce que tu entends par la liberté? La liberté, ce que tout le monde entend par la liberté, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas assez de liberté, parce qu'il y a un peu de liberté par rapport à ça, mais tout le monde n'est pas libre. Et je crois qu'il faudrait se battre pour être de plus en plus dans la liberté. Ça serait bien si tout le monde était véritablement libre de s'exprimer, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Et les gens n'ont pas les moyens de s'exprimer véritablement comme ils veulent. Donc parce que tout le monde ne va pas suffisamment à l'école. Vous avez compris? Quand on est dans l'idéal, on a beaucoup plus de réponses que de questions. Ça vous donne une petite idée de la différence entre idée et idéal. Mais oui, mais dans l'idéal, c'est sympa. Et aussitôt, ça entretient une discussion et on en parle et c'est super. Parce que voilà, ah oui, puis on a envie. Vous voyez, on sent l'émotionnel qui est là. On sent le désir qui est là. On sent que vraiment, c'est génial. Alors qu'au contraire, il n'y a pas du tout le côté froid et recul qu'il peut y avoir justement dans le monde de l'idée. Et donc, le rayon 6 ne pouvait pas travailler dans le monde des idées puisque les humains n'en étaient pas là il y a 2000 ans. Donc, c'est quand même depuis peu de temps qu'on est capable de philosopher tous en se posant des questions. Donc, c'était sur le plan de l'idéal. Et qui dit idéal, encore une fois, dit émotionnel, dit désir. Donc, un idéal, c'est finalement encore un désir, un peu sublimé, un peu monté par rapport à un désir matériel. Mais ça reste quand même un désir. Et ça reste une puissante affect. C'est donc quelque chose qui va avoir une puissance très caractéristique. En effet, la personne de rayon 6, qui travaille justement cet idéal, va sentir progressivement que cet idéal emplit son corps de désir, son affect. C'est quelque chose qui le touche profondément, c'est quelque chose qui l'habite complètement, à tel point que cet idéal va finir par prendre contrôle de tout son être, de ses pensées, de ses actes, de ce qu'il est. Il devient cet idéal, il s'identifie complètement à cet idéal, il est ça, il est porteur de ça. Mais à un tel point que finalement, il ne se rend pas compte qu'il est devenu un dévot. Il est complètement en dévotion par rapport à cet idéal. Et cet idéal lui paraît tellement être génial, ça donne tellement un sens à sa vie. Ça y est, il existe par rapport à ça. Ça y est, enfin, il a trouvé la vérité. Que naturellement, cette vérité, il va falloir qu'il la dise à tout le monde, et qu'il convainque tout le monde, et qu'il emmène tout le monde. Et puis s'il y en a qui l'embêtent et qui ne veulent pas le croire, bon, il faudra s'en occuper, il faudra faire quelque chose, mais s'ils veulent vraiment, pas du tout. Mais vous voyez, on sent toute cette montée comme ça, à quel point ça s'enflamme. Et donc, quand on est dans l'idéal, on est quelque peu enflammé. Vous voyez, on devient ce qu'on appelle un militant. Un militant enflammé. Quand on est dans l'idée, non, pas du tout. On ne sent pas du tout cet aspect-là.
Et c'est là que finalement est le problème, et un petit peu le revers de la médaille du rayon 6. C'est finalement, on s'aperçoit que le rayon 6 amène une espèce d'adhésion entêtée à un idéal, en prenant cet idéal comme étant absolument la vérité, en étant incapable d'entendre quoi que ce soit d'autre. On dit que le rayon 6, il fonctionne vraiment à l'aveugle, il a des œillères, et donc il n'arrive pas à entendre autre chose que sa vérité. Et naturellement, on a beau lui dire que c'est simplement un petit aspect d'une idée, c'est la façon dont il le voit, ça, il ne veut absolument pas l'entendre. Pour lui, ça emplit tout, ça devient ça. À tel point qu'il devient complètement ce qu'on appelle un fanatique. Vraiment quelqu'un qui va défendre complètement cet idéal. Il devient naturellement un extrémiste, ça c'est une évidence. Et dans les cas les plus durs, il va devenir extrêmement violent. Si on ne veut pas le croire, ou si on ne veut pas l'entendre, ou si on n'accepte pas que c'est la vérité et qu'il faut l'imposer, ça devient un militariste. Et vous voyez comme le mot militariste, militaire, milice, militant, c'est la même racine. La racine, c'est milice, c'est-à-dire le soldat. Voilà. Et donc, il se bat. Et donc, le rayon 6 peut devenir vraiment un combattant extrêmement enragé par rapport à ce qu'il croit être la vérité. Et donc, depuis 2000 ans, toutes les guerres de religion, toutes les persécutions, tout ce qui s'est passé donc de ce point de vue-là, toutes les guerres de religion, même on pourrait dire, même politiques, chaque fois qu'il y a eu des guerres d'idéologie politique, toutes ces guerres-là sont nées du rayon 6 et de l'idéalisme du rayon 6. C'est vous dire à quel point, oui, il a véritablement éveillé l'humanité à des idéaux, mais revers de la médaille, qu'est-ce que ça a pu faire comme dégâts et comme nombre de morts? Et ça continue. Et ça continue. Parce que la guerre de religion, même en Irlande, il n'y a pas encore si longtemps, c'est pas entre protestants et catholiques. En Afrique, c'est constant. On trouve ça un petit peu partout. Donc, si on allait chercher avec les fondamentalistes de l'islam, donc on peut vraiment arriver à trouver que finalement, actuellement, ces guerres de religion, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes parce que ça touche toujours des gens qui s'enflamment complètement avec leur idéal et qui sont absolument certains qu'il faut imposer ça au monde parce que finalement, c'est vraiment ce dont le monde a le plus besoin. Voilà pourquoi le rayon 6 nous amène dans un tel état de violence. Voilà pourquoi vraiment il peut être catastrophique, donc uniquement par son côté défaut. Bon. Vous voyez, quand on travaille sur ce rayon, on voit le côté positif, le côté négatif, et puis on entend en même temps, mais il est en train de se retirer. Il est en train de partir. Ça fait 300 ans qu'un fondu enchaîné avec un autre rayon, on verra ça plus tard, il est en train de partir, il se retire. Donc il n'y a plus de rayon 6. Il n'impose plus sa civilisation, il n'impose plus cette force. D'un seul coup, ça n'est plus sa manière d'imposer un idéalisme qui domine le monde. Alors on se dit, alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en ce moment, depuis quelques années, qu'au contraire, ça reprend du poil de la bête? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le militantisme, l'idéalisme, pourquoi est-ce que l'extrémisme est toujours de plus en plus fort? Qu'est-ce qui se passe si le rayon 6 est en train de se retirer et que pratiquement, il n'est plus là? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle le processus de cristallisation. Quand un rayon se retire, quand ça n'est plus sa saison, eh bien, toute l'énergie qui nourrissait des structures, des civilisations, des cultures, eh bien, toute cette énergie s'en va. Et que deviennent ces structures? Eh bien, ces structures, elles sont d'un seul coup comme vides de sens. Elles n'ont plus quelque chose pour les porter intérieurement. Et donc, elles sentent bien que leur temps est venu, qu'elles vont disparaître, qu'elles vont s'effondrer, qu'elles vont devenir comme du cristal, extrêmement dur, rigide, mais en même temps extrêmement fragile. C'est exactement comme l'URSS. L'URSS, la Russie était une nation rayon 6, on reverra ça plus tard, et on a bien vu le grand processus de cristallisation, comment l'URSS s'est cristallisé petit à petit, puis toum, d'un seul coup, alors qu'on croyait que le mur de Berlin allait durer on ne sait pas combien de temps, ça s'est effondré en une nuit. C'est ça le processus de cristallisation. Eh bien, toutes les personnes qui vivent encore sur ces idéaux, tant au niveau politique qu'au niveau religieux, qu'au niveau sociétal, tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure, partout où il y a des extrémistes, tous ces gens-là
sont les héritiers de 2000 ans d'évolution. Cette fameuse civilisation judéo-chrétienne dont on nous parle tant. Et tous ces gens-là disent, mais c'est ça notre civilisation. Et ont du mal à admettre que c'était ça, notre civilisation. Et que le rayon 6 se retirant, maintenant toute cette civilisation va s'effondrer pour donner naissance à une autre civilisation. Comme ça s'est toujours passé dans l'histoire de l'humanité. Mais eux disent, ah non, 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 pas question de ça. Il faut absolument que ces valeurs qui sont les nôtres, qui sont de notre culture, qui sont ce que l'on est, il faut absolument que ces valeurs existent complètement et soient de plus en plus fortes. Il faut absolument que ce soit ça et qu'on les défende. Alors, ils vont devenir justement des défenseurs encore plus accrochés, on pourrait dire, à ces valeurs qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Voilà pourquoi finalement, c'est là qu'on devient ce qu'on appelle un fondamentaliste, un intégriste. Ça veut dire que l'idée, et ça se comprend bien, c'est de dire, mais, puisque finalement, dans ce monde moderne, cette ancienne culture, cette ancienne civilisation, toutes ces valeurs que nous avons vécues, sont en train de se diluer, il faudrait faire un grand pas en arrière et en revenir sur les fondements qui étaient les nôtres il y a encore quelques siècles. Il faut qu'on redéfinisse les choses. Il faut qu'on réinterprète les Écritures telles qu'elles étaient à l'origine. Et on s'est trop dispersé. On a voulu faire peut-être du modernisme. Bref, il faut en revenir véritablement aux vraies valeurs ancestrales, anciennes. Et voilà pourquoi un fondamentaliste, c'est véritablement quelqu'un qui procède, vous voyez, à la fin d'un rayon. Et tous les rayons, à un moment donné, quand ils passent comme ça dans l'abstraction, ont toujours un moment donné où il y a des gens qui sont là pour défendre. Mais en même temps, ils sont en train d'écrire la fin de l'histoire du rayon, parce qu'il va quand même disparaître. Mais pour nous, ça paraît effrayant. Parce que d'un seul coup, on a l'impression que c'est encore plus fort que jamais. On dit, mais il n'y a jamais eu autant de fondamentalisme chez les chrétiens, ou chez les musulmans, ou dans la politique, ou dans l'extrême droite, etc. Ça n'a jamais été aussi puissant. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pays européens qui remettent en question l'Europe et le vivre ensemble ? Pourquoi est-ce que chacun d'un seul coup se replie sur ses frontières ? On veut chacun vivre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un repli, tout simplement, sur les vieilles histoires, tout simplement parce que le monde, actuellement, a peur de la nouveauté et qu'on cherche à défendre notre vieille structure et notre vieille civilisation en réaffirmant avec force les vieilles pensées. Regardez comme les intégristes et les fondamentalistes, même s'ils nous proposent quelquefois au niveau politique ou au niveau religieux, un avenir. Voilà, on va vers ça. En réalité, ils sont tous extraordinairement nostalgiques du passé. En fait, tout ce que nous proposent les fondamentalistes et les intégristes, c'est d'en revenir à des valeurs du passé, à des interprétations du passé. C'est finalement d'arriver à restaurer les anciennes valeurs. C'était mieux avant. Maintenant, on s'est dilué. Voilà pourquoi, par exemple, les fondamentalistes musulmans voient que finalement, l'islam est en train peut-être de se marier avec la démocratie. Oula, mais ça leur fait peur parce que y a certains passages du Coran qui ne sont pas du tout démocratiques, croient-ils, si on regarde uniquement les textes. Certains chrétiens s'affolent de voir ce qu'ils appellent le syncrétisme. C'est-à-dire que de voir qu'il y a des chrétiens qui ont une formation chrétienne, mais qui en même temps pratiquent la méditation bouddhiste, puis en même temps ils ont quelques notions ésotériques, puis en même temps ils croient à la réincarnation. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais la chrétienté, c'est pas un restaurant où on prend comme ça un petit plat par-ci, un petit dessert, machin. Non, c'est un menu. Voilà, vous prenez tout le menu ou pas le menu, mais on n'a pas le droit comme ça de faire une espèce de patchwork. Et donc voilà, ils veulent en revenir finalement aux choses beaucoup plus fondamentales. Et ça gagne les pays. Par exemple la Pologne. On voit comment la Pologne est complètement gagnée par ce processus d'affolement et par rapport à ce que ça donne au niveau de la société. Et une société qui deviendrait comme ça un peu permissive. Non, on en revient à ce que c'était une société chrétienne d'avant longtemps. Et au niveau politique, ça se fait sentir énormément. Regardez par exemple l'Angleterre qui quitte l'Europe. La France, qui si on écoutait quelques partis politiques, trouvent que ça serait nettement mieux si on quittait aussi l'Europe. C'était mieux d'avant, de retrouver la grandeur de la France d'avant l'Europe. Poutine,
qui rêve de retrouver la grandeur de la Russie du temps de l'URSS et de l'Empire russe, et le nouveau tsar. Erdogan, qui rêve de l'Empire ottoman et d'être le nouveau sultan de l'Empire ottoman. Et aux États-Unis, même chose, en revenir à la grandeur des États-Unis avant, quand on ne s'occupait que de nous, etc. Vous voyez, on a une espèce de flambée de nostalgie des anciennes valeurs. Et qu'on peut comprendre ces gens-là, parce que c'est vrai qu'il y a 200, 300 ans, avant que le rayon 6 ne se retire, toutes ces valeurs étaient absolument fondamentales, fondatrices, importantes, et elles étaient véritablement d'un apport réel. Il ne s'agit pas de dire maintenant c'était des valeurs bidons, ah surtout pas, c'était des valeurs fondamentales qui ont enseigné tellement de choses à l'humanité. Mais maintenant, c'est fini, on passe à autre chose, nouvelle civilisation, nouveaux rayons, nouvelle pensée. Et donc maintenant, toutes ces valeurs, faut les laisser joyeusement partir, tomber, et on passera à autre chose. Oui, c'est important de voir que finalement, tous ces fondamentalistes, tous ces intégristes, eh bien, ils indiquent en quelque sorte, bizarrement, que c'est fini. Vous savez, on dit souvent qu'un arbre fruitier qui portait presque plus de fruits, puis d'un seul coup, une année, il en fait énormément, on sait que c'est fini, c'est sa dernière année. C'est comme s'il faisait un dernier effort pour se reproduire avant de mourir. C'est exactement ce qui se passe dans les fondamentalistes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. Ça paraît s'aggraver, oui, ça paraît beaucoup plus grave, et ils peuvent faire beaucoup de dégâts encore pendant quelques années, mais c'est la fin. À condition que, intérieurement, par la pensée, par la colère, nous ne nourrissions rien à leur encontre. Si on les combat intérieurement, alors là, on leur donne de la nourriture pour qu'ils continuent de se battre un petit peu plus longtemps. Donc surtout ne les combattons pas. Laissons-les faire. Ils ont leur rôle. Ils sont en train de fermer une histoire. Et nous, occupons-nous de travailler une nouvelle histoire, celle qui commence et qui est tout à fait différente. Voilà ce que donne finalement cette histoire de Rayon 6. Je voudrais ajouter une chose importante pour la suite. C'est bien que ce rayon n'impose plus une civilisation, une culture à l'humanité. Donc on dit que ce rayon n'est plus du tout en manifestation. N'empêche qu'il reste tout à fait présent. Il reste tout à fait présent. N'importe qui voulant travailler avec ce rayon peut parfaitement s'y connecter. Et puis surtout, il va rester très très présent parce que c'est lui qui anime de toute façon notre corps émotionnel, ce fameux 6e plan, le plan du désir, le plan émotionnel, le plan affectif, et qui est très relié à ce rayon. Donc il n'est plus du tout en imposition d'une civilisation, mais il reste quand même présent pour un certain nombre de travaux que nous allons pouvoir faire. Ça va nous expliquer aussi bien des choses. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire déjà de ce processus de cristallisation du rayon 6. Alors on pourrait se poser la question, dire mais pourquoi ce nationalisme? Je viens de l'évoquer maintenant, une espèce de peur de l'Europe, une peur de partage, peur des immigrés, on a vu ça justement la fois dernière, vouloir mettre absolument des frontières, revenir chez soi, chez nous, c'est quoi cette histoire? Pourquoi le nationalisme en rapport avec le rayon 6? Et là on va toucher quelque chose d'extrêmement important parce que on vient de voir la cause énergétique fondamentale, vous voyez, millénariste de ce processus d'idéalisme. Maintenant, nous allons toucher la cause psychologique. Il faut bien comprendre que le processus du rayon 6 a une autre chose, une autre qualité qu'il a développée dans l'humanité. Et cette qualité, c'est le développement du soi, le développement de la personnalité, le développement de l'individualisme. En effet, il y a 2000 ans, les gens étaient très majoritairement en conscience de masse, en conscience de dépendance. Et là, on trouve maintenant de plus en plus une grande majorité de personnes, de plus en plus en conscience individuelle, affirmant le moi-je. Mais pourquoi est-ce que c'est le rayon 6 qui affirme ça? Et pourquoi est-ce que c'est grâce au rayon 6 qu'il y a autant d'individualisation? Oh, vous allez comprendre très simplement, avec une comparaison. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? À l'adolescence, on va rentrer justement dans le monde adulte. On va arrêter de penser comme papa, maman, etc. On essaye de sortir de ce processus pour s'individualiser, pour s'affirmer, pour dire ce en quoi moi je crois. Et on va utiliser le sens du goût, qui est un sens très important,
relié au rayon 6. Et justement, on va réussir à percevoir à travers maintenant tout ce qui est à notre disposition, Internet par exemple, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me passionne pas, qu'est-ce que je rejette complètement. Et bref, l'adolescent a à sa disposition une grande capacité de percevoir tous les idéaux possibles. Vous voyez, on dit souvent, tous les goûts sont dans la nature. Ah ouais, tous les idéaux sont dans la nature. Et donc on peut chacun avoir le sien, parce que chaque fois un idéal, c'est une interprétation personnelle d'une idée. Donc on peut chacun avoir son interprétation personnelle. C'est si on nous demandait à chacun, c'est quoi le bonheur ? Je suis sûr qu'il n'y aurait pas deux définitions rigoureusement semblables. Parce que chacun d'entre nous, on le définirait selon nos envies, selon notre goût, selon ce qu'on entend par ça, selon ce qu'on aimerait. Et donc l'adolescent, il se construit comme ça par le sens du goût. Il va se construire progressivement en disant, voilà, moi c'est ce que j'aime, j'ai envie de ça, j'en ai pas du tout envie, je veux ceci et je veux pas cela. Et c'est comme ça qu'il va progressivement s'affirmer. Il va arrêter de dire, voilà, maintenant j'ai mes goûts d'une manière très précise. Je ne suis plus comme mon petit frère ou ma petite sœur qui ont toujours les goûts de papa-maman. Moi, je me différencie complètement. Et donc, je vais apprendre à me différencier avec mes envies, mes désirs et mes goûts. Voire quelquefois à me séparer complètement, à renier complètement ma famille, qui aimait tout ça. Moi, je déteste ça. Quand je pense que mon père aimait Claude François, mais quelle horreur, maintenant je ne peux pas imaginer ça. Bon. Encore chanté par M. Pokora, pourquoi pas, mais bon. Non, bon. Donc, c'est comme ça qu'on va s'individualiser. Et plus j'ai mes goûts, plus je m'individualise. Et plus j'affirme ces goûts, et plus je m'individualise, et plus j'en ai. Mais c'est un processus d'auto-entraînement. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi quand on est adolescent ? On admire des gens. Tous les idéaux sont incarnés par quelqu'un. Ah, alors là, c'est tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être Messi, mais non, Messi. Ça peut être d'autres époques, Che Guevara, mais là c'est une autre époque. Hein. Ça peut être un chanteur, ça peut être Maître Gims, ça peut être Lady Gaga, ça peut être ça peut être Nelson Mandela, ça peut être Gandhi. Et on a quelquefois des posters même qui montrent bien les gens qu'on admire. Et on dit voilà, je voudrais être comme ça. Un jour, je voudrais être une star. Un jour, je voudrais lui ressembler. Vous voyez, on a des modèles. Ce sont des modèles idéologiques. Et grâce à ça, on existe. Et c'est comme si c'était une voie d'individualisation. Et par cette voie d'individualisation, on va dire, je suis quelqu'un. Bon, j'ai pas réussi à devenir footballeur comme je voulais quand j'étais petit. J'ai pas réussi à devenir un tel, mais je me suis quand même beaucoup inspiré de lui ou de ses valeurs. J'ai beaucoup lu des bouquins sur lui, où j'ai beaucoup vu de choses par rapport à ça. Et je trouvais que c'était vraiment quelqu'un qui développait des valeurs qui sont quelque peu, peut-être un petit peu les miennes, et par lesquelles j'ai pu me construire. Beaucoup même de professions sont nés comme ça, parce que j'ai admiré tel sportif, parce que j'ai admiré le commandant Cousteau, parce que j'ai admiré Nicolas Hulot, parce que j'ai admiré... Et d'un coup, je me suis dit, il faut absolument que je me lance moi aussi là-dedans, que je fasse quelque chose dans ce domaine-là. Vous voyez donc comment le rayon 6, par le processus donc de l'idéalisation, parce qu'on a des idoles sur les murs, par le processus du goût, eh bien, comment le rayon 6 est quelque chose qui me construit, qui m'individualise, qui fait que j'arrive à pouvoir dire « je suis comme ceci », c'est d'une manière très particulière et je suis extraordinairement différent de tous les autres. Donc, c'est moi. Et ça, c'est très important, oui, parce que ce processus d'individualisation, c'est ça qui va nous montrer ce que c'est finalement que l'extrémisme. Quand j'arrive à l'extrême que je suis, et que je peux dire « je suis moi », la plupart du temps, je suis quelqu'un qui se sent extraordinairement différent, et souvent même très séparé des autres. Et donc on sent bien comment tout le processus d'individualisation arrive à faire quelqu'un d'à part. Et donc quelqu'un qui va être forcément dans les extrémistes. Et je voudrais vous montrer qu'à partir de ce moment-là, surtout que lorsque je viens de me construire, j'ai une foi inébranlable dans ce que je crois, dans ce qui est juste. C'est pour ça que souvent quand on dit mais quand on est jeune, on refait le monde, on a des idéaux qu'on ne tient pas après, mais on fait des idéaux. Oui, on est très très idéaliste. Et puis on doute de rien, on est sûr d'avoir raison contre tout le monde. Absolument. Parce que si j'existe, c'est pour avoir raison. Vous imaginez pas quelqu'un dire eh bien, j'ai tel goût, j'ai telle idée, j'ai tel idéal, etc. Et c'est ce qui fait que j'existe. T'en es sûr ? Non.
Ah ouais, rien que de faire ça, ben non. Bon, bah t'existes pas. Bon, non. Voilà. Et donc forcément, pour exister pleinement, il faut absolument que j'affirme, que je suraffirme. Mais on en discute difficilement avec des gens qui sont comme moi. Parce que ce qui est gênant, c'est que je peux rencontrer des tas de gens qui s'affirment comme moi de la même manière, qui sont jeunes aussi, et qui cherchent justement à affirmer leur vérité, mais ces vérités sont les contraires des miennes. Qui a raison? Moi, bien évidemment. Eux, ils ont tort. Et je deviens complètement un extrémiste. Mais on peut en discuter, certainement pas, avec des gens pareils. Non, mais tu vois un peu comment ils sont. Je ne discuterai jamais avec eux. Pourquoi? Pourquoi ça? Mais parce que, sans vouloir me l'avouer, mais j'ai peur. J'ai tout simplement peur que l'autre qui affirme sa vérité, et si jamais lui avait raison et pas moi, mais c'est tout mon système qui s'effondre. Donc pour éviter ça, je l'exclus. Dégage. Je veux pas ton pain. Pas question de discuter avec toi. On discute entre potes, entre copains, on est d'accord. Ou des gens qui ne se remettent pas en question mutuellement. Mais toi qui risques tellement de me remettre en question, tellement t'es différent. Et si jamais je m'apercevais que c'est toi qui peut-être qui a plus vrai que moi, ce serait épouvantable. Donc pour maintenir mon affirmation de moi-même, j'ai tendance effectivement à exclure les autres. Comme ça, j'existe totalement, pleinement. Vous voyez comment, dans ce processus d'individualisation, le rayon 6 joue un rôle fondamental et comment, dans l'extrémisme, on retrouve la cause psychologique essentielle, s'individualiser. Si je dessine la courbe que vous connaissez bien, la courbe d'involution et d'évolution, qui montre justement toutes ces phases par lesquelles nous passons, toutes les phases de conscience de dépendance, de conscience indépendance, etc. On pourrait dire, voilà, c'est dans le bas de la courbe que ça se passe. C'est véritablement dans le bas de la courbe que va se passer ce processus d'individualisme et donc d'extrémisme. Mais un bas de courbe comme ça ne paraît pas très extrémiste. Je vais vous le représenter tout à fait différemment, cette courbe. Comme un V. Ah là, l'extrémisme, on le situe tout de suite. Ah, on voit où il est bien. Il est là. Et donc on s'aperçoit que finalement, le problème de l'extrémisme et du rayon 6, il va toucher toute cette zone au cours de laquelle il y a des gens qui cherchent à s'individualiser et qui vont, comme les adolescents, mais ça touche aussi les adultes, qui vont chercher à exister de plus en plus, et en existant de plus en plus par rapport à tel ou tel idéal. Et si je représente tel idéal, j'existe de plus en plus, jusqu'au moment où je vais exister très fort, et je vais me servir de ça, et je vais me servir de mon idéal pour exister, et pour dominer les autres. Je dis, oui, mais plus on remonte, c'est vrai qu'on va le voir tout à l'heure, plus on remonte, à un moment donné, on va sortir du cercle, on va sortir de cette zone pour rentrer progressivement dans autre chose. On va sortir de l'extrémisme. Mais regardez comme cette zone-là est très extraordinairement reliée à ça, parce que c'est relié à l'affirmation du moi. Alors, par rapport aux problèmes auxquels on est confronté en ce moment, dans l'actualité, par rapport aux différents extrémismes, on pourrait dire qu'il y a 3 sortes de personnes, pour ne pas trop rentrer dans les détails, pour bien comprendre ce qui se passe. Vous avez d'abord les personnes qui ont été des idéalistes depuis très très longtemps, des personnes qui représentent bien cette civilisation qui est la nôtre et qui est en train de partir, et ces personnes-là, ils se sont vraiment individualisés et travaillé un moi-je, une personnalité forte. Et pour eux, ils considèrent qu'ils sont au service de tel idéal et qu'ils mettent toute leur puissance et toute leur affirmation au service de cet idéal. C'est là où il faut se rendre compte qu'il y a une différence entre servir et se servir. Servir un idéal demande une grande abnégation, d'être complètement sorti du moi. Tant que je suis dans ce moi, il est bien évident que ce qui va apparaître de plus en plus, c'est se servir de l'idéal pour me construire. Et c'est vrai que si je peux réussir finalement à défendre cet idéal et que ça m'apporte des avantages, que ça m'apporte une position sociale, que ça m'apporte une reconnaissance, que grâce à ça je suis interviewé, que grâce à ça je suis célèbre, que grâce à ça on parle de moi, mais je vais rester dans mon idéal. Et même si quelquefois j'aurais eu peut-être tendance à passer à autre chose, certainement pas, c'est mon étiquette, c'est par ça que j'existe. Je suis devenu puissant, connu, célèbre par mon idéal. Et je continue de le faire. Et on voit comment finalement à un certain moment donné, des gens comme ça, des gens puissants,
se servent de l'idéal pour exister complètement. On le trouve dans tous les milieux, politiques, syndicales, etc., etc. Et donc on voit bien ce processus d'affirmation de l'idéal et de puissance de cet idéal. Oh, bien sûr, dedans, il y a des gens tout à fait sincères. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ça. Il y a des gens qui sont absolument persuadés que leur idéal doit absolument vaincre, que c'est l'idéal politique idéal ou que c'est l'idéal religieux fondamental. Et donc, ils sont absolument persuadés que c'est ça. Ils ne cherchent pas consciemment à en profiter. Mais n'empêche qu'ils en profitent réellement puisqu'ils sont encore tellement centrés sur eux. C'est leur intérêt. Ils défendent l'idéal tel que eux le perçoivent, selon leur aspect à eux, leur interprétation. Et à partir de là, ils sentent bien que pour que cet idéal triomphe, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Il faut recruter, il faut convaincre, il faut prendre des gens. Et là, nous avons les deux autres catégories de personnes. Ceux qui vont se laisser convaincre progressivement par cette première catégorie puissante. La première catégorie à être convaincus, ce sont des gens qui sont effectivement dans l'idéal. Des gens qui, eux aussi, sont en train de se construire, sont peut-être encore en train de descendre, vous voyez, par rapport à ça, n'ont pas encore complètement développé leur puissance d'affirmation, leur moi. Mais ils sont en train d'y aller. Et ils sentent bien que l'idéal est fondamental pour ça. Ils se disent, mais moi, pour exister, j'ai vraiment envie de quelque chose qui dépasse le monde ordinaire. J'ai envie de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un peu extraordinaire. Et donc, avec quoi je vais le faire ? Voilà, si je peux peut-être pas réussir à le faire avec des idées, peut-être que j'en suis pas encore là, mais avec des idéaux, oui, très certainement, je vais certainement réussir. Et donc ces gens-là qui ont des idéaux, et qui croient, c'est certain que la première catégorie de personnes vont les recruter extraordinairement facilement, en leur montrant qu'ils sont dans la vérité, ils sont dans le bon idéal, et qu'avec ça, naturellement, les choses vont avancer, et qu'ils vont devenir tout de suite une personne importante de cette religion, ou bien de ce groupement, ou de cette association, ou bien de ce parti politique. Et donc, c'est quelque chose qui va immédiatement les embarquer. D'autant plus qu'on est dans une société où beaucoup sont complètement paumés par, justement, la perte d'idéal. Tous les gens qui ont encore du rayon 6 dans leur carte de rayon, des gens qui sont âme 6 ou personnalité 6 ou avec émotionnel 6, quand ils entendent un petit peu les discours d'une campagne électorale dans laquelle on parle chiffres, taux d'imposition, on parle que des trucs techniques, technocratiques, etc., ils disent, mais qui c'est qui nous fait rêver ? Mais qui c'est qui nous parle d'une société nouvelle, une société géniale, etc. L'extrême droite. Finalement, mais que disent les autres partis ? Mais c'est n'importe quoi, on vous fait rêver avec des choses impossibles, on vous parle d'une société à l'ancienne, on vous parle de choses, il n'y a pas de chiffres, c'est invivable, ça va nous mener à la catastrophe. J'en sais rien, j'y connais rien. Mais au moins, ça évoque des choses, il y a un espoir, il y a une idéologie, il y a quelque chose, ça nous fait rêver, c'est pas simplement des chiffres, un budget. Donc les religions, ou certains partis, font ou savent encore faire rêver les gens qui n'ont pas encore suffisamment de mental pour se réaliser que non, c'est un rêve. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ce sont simplement des gens qui vous recrutent de cette manière-là, de manière à augmenter leur effectif. Mais c'est certain que ça ne fonctionne pas. Et puis la deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens beaucoup plus paumés. Des gens qui n'ont pas du tout là, les moyens de penser et qui sont justement en train de descendre dans cet aspect du V et qui cherchent à s'y retrouver simplement, à exister. Un peu comme si c'était encore des adolescents. Et des gens qui disent, mais moi je suis paumé. Je suis dans une société dans laquelle je ne suis pas reconnu, je n'ai pas fait d'études, j'ai rien, mes parents n'ont rien, personne ne s'occupe de nous, je suis dans le chômage, voilà, c'est quoi l'espoir ? Et je vois tous ces gens et toutes ces vedettes de la chanson et du football que j'admire, et je fais comment pour devenir l'une d'elles ? Et donc on voit bien que c'est sur le terrain du désœuvrement, c'est sur le terrain du désespoir, c'est sur le terrain où il y a nos futurs, pas d'évolution possible, chômage. Sur tous ces terrains-là, c'est sûr que alors ceux qui sont des fondamentalistes savent très très bien que mais c'est gagné. Tu veux devenir quelqu'un ? Eh bien, viens avec nous.
tu vas devenir quelqu'un, tu vas faire la révolution. Avec nous, tu vas voir un peu comment on va te prendre en charge. Tu as raison, cette société est pourrie, cette société ne te mérite pas, cette société, elle ne s'est jamais occupée de toi. Elle ne s'occupe que toujours que des mêmes, que des riches. Eh bien, ensemble, on va se battre et on va renverser cette société pourrie. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Enfin, ils existent. Enfin, quelqu'un s'occupe d'eux. Enfin, ils s'individualisent. Ah, mais c'est génial. Avec eux, quand ils sont perdus comme ça, tous les idéaux religieux peuvent marcher. À eux, on peut leur parler de l'élu. Ah, et si c'était moi? On peut leur parler véritablement donc de triompher, de changer les choses. Parce que finalement, personne ne leur a jamais parlé comme ça. Et pour la première fois, ils sentent qu'ils vont pouvoir être un héros. Un martyr peut-être, mais en tout cas un héros. Même si c'est un rêve. Voilà, vous voyez un petit peu, encore une fois, autour de ce processus psychologique, ce que représente ce processus donc de l'extrémisme et du fondamentalisme. Ce que je voulais vous montrer par ça, parce que cette étude sociologique, bien des journalistes ont pu la faire, pour montrer qui convainquait qui, mais ce que je voulais vous montrer simplement, et pour faire ressortir, c'est l'extraordinaire rôle psychologique justement du rayon 6. C'est de voir que tout le processus justement de cet extrémisme est complètement relié au fait d'avoir besoin d'exister, de s'affirmer. C'est relié complètement à la construction du moi. Et c'est pour ça que là aussi, on est dans une société où on est en train progressivement d'être là. On est en train donc de se développer de plus en plus fort. Et que ceux qui sont encore un peu laissés pour compte, ils ont beaucoup de mal. Et ils se disent, mais pourquoi est-ce que moi je ne réussis pas à avoir aussi, à m'affirmer, à développer telle ou telle chose? Ces gens-là, effectivement, ils vont forcément trouver quelqu'un, même si ce n'est pas forcément quelqu'un de très recommandable. Mais ils feront leurs expériences à travers ça, en passant justement par l'extrémisme. Alors on pourrait se dire, c'est bien, mais nous, là, ça ne nous touche pas. Nous, on n'est pas extrémistes. Faut voir. Faut voir ça de plus près. Parce qu'effectivement, si c'est simplement faire un exposé sur ce qu'est la société, puis dire, oui, vous avez compris pourquoi il y a des fondamentalistes, pourquoi il y a des extrémistes, merci, au revoir, bonsoir, ça ne servirait strictement à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que ça nous implique. Parce que c'est là qu'on peut agir. La seule façon d'agir par rapport à une société d'extrémisme ou de fondamentalisme, c'est en soi. Est-ce qu'on est quelquefois fondamentaliste? Est-ce qu'on est quelquefois extrémiste? Oh non. Bien sûr que si. Tout le temps. Puisque l'extrémisme est relié au fait d'être personnel et intensément personnel. Chaque fois que dans ma vie, chaque fois que dans mon quotidien, j'ai envie à un moment donné d'affirmer quelque chose très fort et de dire que j'ai raison et que j'ai du mal à la discussion, même si je suis poli et que j'écoute quand même les arguments de l'autre, je m'en fous, je sais qu'il a tort. Mais je l'écoute quand même, je ne suis pas comme ça, mais voilà, mais je sais rien. De toute façon, j'ai raison. Alors, je suis forcément un extrémiste. J'ai exactement la même posture. Chaque fois, vous voyez que je suis dogmatique, chaque fois que j'essaie d'expliquer comme ça les choses, c'est comme ça parce que c'est pas autrement. Mais je suis complètement un extrémiste. Je reprends exactement les mêmes choses, les mêmes qualités, ou les mêmes défauts, comme vous voudrez. Et ça arrive tout le temps, dans nos relations. Ou bien, par exemple, même s'il y a des moments, je défends un idéal dans un parti politique, ou je défends un idéal de groupe, un idéal dans une association. Je défends vraiment un idéal intéressant. Bon. Et dans cet idéal intéressant, c'est pas mon idée, c'est pas mon idéal. J'essaye de développer ce qui est global. Mais je suis sur le fil du rasoir, parce que c'est un idéal. Qui dit idéal, dit émotionnel. Et vous savez qu'il n'existe pas d'émotionnel altruiste. L'émotionnel, c'est toujours personnel. L'émotionnel, c'est le désir, c'est l'affect. Donc je peux paraître, pendant un certain temps, un peu détaché. Cet idéal, il est vraiment bien, c'est comme ça. Moi, je crois qu'il faut plutôt voter comme ceci, ou je pense qu'il faut plutôt croire ça, ça me paraît vraiment important. Ou alors par rapport à la nature, vous voyez, je pense qu'il faut arrêter de polluer, je pense qu'il faut... Mais regardez le moment où d'un seul coup vous allez un tout petit peu vous énerver, ou simplement réduire ça à vous-même. On sent que d'un seul coup ça devient votre combat, votre histoire, votre idéal. Parce que moi je crois que j'en ai marre. Parce que franchement à un moment donné, stop, vous êtes en train de devenir un extrémiste.
Dès que vous quittez la sphère de l'ensemble, dès que vous quittez la sphère du groupe, pour en faire une histoire personnelle, vous devenez un extrémiste. Ou bien, les moments où, par exemple, vous allez insister très particulièrement sur la forme, sur la façon de mettre en place l'idéal. Ça, c'est là où se plantent la plupart du temps les idéalistes. Les gens qui ont justement des idéaux. Ce serait bien s'ils pouvaient en rester au niveau des idées ou des idéaux, mais qu'ils en restent, vous voyez, sur un niveau évocateur. Mais souvent, la plupart du temps, plus ils descendent, plus ils veulent que ça soit bien compris, et plus ils deviennent dogmatiques, et ils vous expliquent comment il faut faire, et qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, et que ça c'est interdit, et que là il faut arrêter, et que ça suffit comme ça, et que par conséquent, il faut s'y prendre premièrement, deuxièmement, troisièmement. Voilà. Et donc, plein d'idéalistes sont beaucoup plus préoccupés par les manières dont il faudrait appliquer cet idéal que par l'idéal lui-même. Et c'est là qu'ils arrêtent. Et c'est là que tout leur idéal se plante. Ça devient tellement extrémiste que c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus entendre, on ne peut plus écouter. Par exemple, c'est un des problèmes auxquels s'est confrontés les écologistes en France. L'idéal du respect de la nature, l'idéal du vivre ensemble, l'idéal d'arriver à percevoir la vie et la conscience qui existent dans tous les règnes de la nature. L'idéal consistant à tous coopérer avec ça. C'est fabuleux. Et si les écologistes nous parlaient de cet idéal, évoquaient cet idéal, il y en a qui le font. Mais il y en a d'autres qui perdent de vue complètement ça. Et de quoi ils nous parlent? Ils ne parlent que du recyclage. Attention, la poubelle verte et la poubelle comme ça. Et puis il faut arrêter de faire ceci, puis il faut arrêter de polluer. Et votre voiture, là, les 4x4, et d'un seul coup, ça devient un ensemble de règles, un ensemble d'interdits, un ensemble de choses qui sont absolument inaudibles et qu'on ne peut plus écouter. Il est où l'idéal? Ah ben il n'y en a plus, terminé. Enterré dans toutes ces espèces de considérations comme ça, d'interdits, de choses qu'il faudrait faire. Alors que, non, on nous parlerait de beauté, on nous parlerait de nature, on nous éduquerait, nous et les enfants, à cet aspect-là. Voilà quelque chose qui serait intéressant. C'est ce qui s'est passé aussi au niveau des religions. Hein. Oh, il y a des religieux qui ont éduqué au niveau de la beauté, de l'amour et de l'unité. Mais il y en a tellement qui se sont perdus dans ce qu'il ne faut pas faire, le péché, les interdits, etc., que d'un seul coup, on a perdu complètement l'idéal d'amour. Vous voyez comme l'idéal se perd dans plein de pièges. Le piège du personnel. Ça, d'un seul coup, dès que ça devient personnel, ça n'est plus du tout quelque chose qui est entendable. Ça devient un extrémiste. Le piège, justement, des détails, du formalisme, et aussitôt, ça se perd complètement. Vous voyez comment, finalement, on a quelquefois tendance à ne pas voir combien cet idéalisme est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est tellement relié à nous personnellement qu'on a vite fait de basculer dans les défauts du rayon 6, du militantisme absolument, et donc forcément de l'extrémisme. Alors on pourrait se dire, oui mais bon, extrémiste peut-être, mais enfin pas terroriste quand même. Ça dépend comment on définit terrorisme. À ce point-là, il ne faut pas oublier quand même que si on parle de ces aspects psychologiques, comme je viens de vous le dire, c'est parce que nous pouvons agir. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que je suis quelque peu extrémiste, je nourris par sphère énergétique interposée tous les extrémismes du monde. Ça veut dire que je ne peux pas à la fois me plaindre de ces extrémistes et l'être moi-même. C'est fondamentalement contradictoire. Donc chaque fois que je suis extrémiste, je nourris les extrémismes du monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais pas terroriste parce que pas violent. Pas violent, il faut voir. Oui, je ne pose pas de bombes. Oui, je ne tue pas. Mais je fais quoi avec mes pensées? Avec mes paroles? Avec mes condamnations? Avec mes attaques? Est-ce que jamais dans une discussion, je suis un petit peu violent, un peu virulent? C'est une certaine forme de terrorisme soft, mais quand même. Et une fois de plus, ça continue de nourrir tout ce qui se passe dans le monde. N'oubliez pas que la séparation n'existe pas, tout est en interdépendance et ce que je fais, ce que nous faisons chacun, est en résonance automatiquement avec ce qui se passe partout dans le monde.
Oui, mais fondamentaliste quand même, on ne l'est pas. Bah, ça dépend où on regarde. Regardez par exemple, quand on cherche à passer dans la méditation au contact de l'âme, quand on cherche à passer justement au contact du cœur, de cette capacité d'être en ensemble avec tout, et qu'on réalise d'un seul coup, mais si je devenais vraiment ça, si je basculais du point de vue de l'âme, tout ce que ça changerait dans ma vie, tout ce que ça bousculerait dans ma vie. Oula! Et généralement, je reviens très vite après ma méditation au fondamentalisme de la personnalité, à l'intégrisme du moi. Je redeviens quelqu'un qui dit non, mais bon, j'ai vu, hein, mais ça viendra un jour, j'irai tout doucement. Pour l'instant, perso, du calme. Pour l'instant, moi. Eh oui, vous voyez, ça dépend où on définit les choses. Mais quand on en revient et qu'on tient à notre fondamentalisme personnel par rapport au monde de l'âme, c'est une forme de fondamentalisme qui peut nourrir toutes les formes de fondamentalisme. C'est vous montrer notre implication à tout moment. On pourrait dire, mais ça va jusqu'où cette histoire? Oh, bah, dans tous les petits trucs qu'on peut vivre dans le quotidien, et elles sont nombreuses. Dans la passion. La passion, c'est une inflammation de l'émotionnel. Et comme on l'a vu, la passion, c'est véritablement quelque chose qui est complètement personnel. On ne peut pas être passionné et de cœur. C'est antinomique. C'est un ou l'un ou l'autre. Toute passion me remet toujours dans le moi. C'est moi qui suis passionné par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand on est amoureux et qu'on est passionné, mais c'est fou. Il y a même des gens qui ont fait des chansons du style hymne à l'amour. Et si tu me le demandais, je ferais n'importe quoi. Si vous relisez les chansons de la parole, les paroles de la chanson, ah ben, vous allez voir. Tout ce qu'elle pourrait faire comme bêtise si on le lui demandait, parce que ce qui compte, c'est l'amour. Donc le monde, le ciel bleu peut bien s'écrouler, que m'importe, puisqu'on s'aime. Les problèmes du monde m'en fichent complètement, puisqu'on s'aime. Si c'est pas de l'extrémisme, ça, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, seul au monde, on est là, on s'aime. Et donc, passionné, c'est ça. Et donc, quand on est passionné, ben voilà, on est passionné par des tas de choses. On est toujours dans l'extrémisme complet. On dit, mais la compétition, la compétition, c'est aussi de l'extrémisme. Et il n'y a pas que la compétition sportive, hein, c'est la compétition intérieure. Regardez le nombre de fois où on est en compétition les uns vis-à-vis des autres, même si on ne le dit pas, même si ce n'est pas avoué, où on veut être le meilleur que l'autre. Et je vous signale que dans la compétition, il y a toujours un gagnant et tous les autres perdants. Ou éliminés. Vous voyez, double sens un petit peu des mots, éliminé. Mais dans la compétition professionnelle, vous entendez des coachs qui vous disent « Alors, tu vas rentrer sur le terrain, il faut que tu rentres avec la niaque, il faut que tu te rendes compte que ton adversaire, c'est ton ennemi. Il faut absolument que tu l'abattes. » C'est pas de l'extrémisme, ça? C'est partout présent. On dit « Mais on s'en sort comment ?» Ah, bah, intéressant. On s'en sort par une qualité intéressante, justement, du rayon 6. C'est le pouvoir de projeter son idéal sur les autres. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, le rayon 6, on dit que c'est le rayon du fonctionnement à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses, il ne voit pas le monde tel qu'ils sont. Il voit le monde, il voit les gens tels qu'ils sont eux-mêmes. Et ils vont projeter ça sur le monde. Et donc, un rayon 6 qui admire quelqu'un, soit qu'il en est amoureux, soit simplement qu'il ait une admiration, dit, ah, mais telle personne, mais c'est quelqu'un d'absolument splendide, c'est une belle personne, il est extraordinaire, vraiment une personne comme ça, on rêverait d'être avec lui, c'est vraiment, voilà, je vais complètement l'idéaliser. Les copains qui sont à côté de moi, qui sont nettement moins rayon 6 que moi, disent, non, il n'est pas comme ça du tout. Non, si tu le connaissais d'un peu plus près, tu t'apercevrais qu'il a ses défauts comme tout le monde. Ah mais non, je suis sûr que c'est quelqu'un d'absolument fantastique et qu'on peut lui faire confiance. Moi, je voudrais vivre avec cette personne, ce serait fabuleux. Et en plus, il le fait. Et alors, au bout d'un certain temps, les yeux vont s'ouvrir. Vous savez, c'est sa fameuse phrase qui dit que l'amour rend aveugle, mais que le mariage rend la vue. En vrai, ce n'est pas le mariage qui rend la vue, c'est simplement les années. Les années passant, d'un seul coup, on arrête de projeter. Ah, mais comment qu'il est? Mais c'est épouvantable. Mais comment est-ce que l'autre est devenu? Parce que oui, il ne me vient pas du tout à l'idée qu'il était comme ça dès le départ.
Jamais. Mais comment il est devenu, mais comment il a pu changer? Mais c'était épouvantable. En quelques années, voilà, c'est devenu vraiment quelqu'un de lamentable. Il a les copains qui sont là, mais on te l'avait dit, hein. Ah non, 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 ah, mais on te l'avait dit dès le départ. Il a toujours été comme ça, puis tu ne voulais pas le voir, mais il a toujours été comme ça. Ah, mais je ne veux pas le croire. Eh oui, le rayon 6 est toujours confronté à ce qu'on appelle la déception. Il est toujours déçu, parce que finalement, il trouve pas du tout ce qu'il attendait, puisque c'est uniquement ce qu'il a projeté. L'autre n'est jamais ce qu'il attend. La situation n'est jamais telle qu'il l'aperçoit. C'est une projection pure. Et même dans des cas beaucoup plus prononcés, le rayon 6, il est complètement confronté à ce qu'il en appelle la trahison. Ah non, mais je suis dégoûté. Non, mais j'étais trahi, là. Là, moi, j'estime que devenir comme ça, c'est une certaine forme de trahison. Et vous pouvez savoir que les gens qui ont du rayon 6 ont toujours l'impression d'être confrontés à la trahison. Ce qui revient simplement, c'est qu'ils étaient d'une naïveté incroyable, ils n'ont absolument pas vu la réalité, et d'un seul coup, ils la découvrent, d'où cette impression, comme ça. Mais non. Alors, à force d'être trahis, à force d'être déçus, à force d'être trahis, à force d'être déçus, ils ouvrent les yeux beaucoup plus grands. Et là, ils commencent un peu à comprendre, à voir les choses un peu telles qu'elles sont, et là, les choses changent. Vous voyez, comme on peut voir combien cet extrémisme, il est toujours présent, chaque fois que finalement, il n'y a pas reconnaissance de l'autre. Il n'y a pas reconnaissance des autres, il y a projection. Partout, justement, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette unité. Partout, justement, on ne reconnaît pas que mes idées, quelles qu'elles soient, ou mes idéaux, quels qu'ils soient, ne sont toujours qu'un aspect momentané de la vérité. Un aspect momentané de la vérité. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc forcément, je suis un extrémiste. Le jour où, par contre, les choses changent, ou à force de déception, je me dis, je vais commencer par changer, ça suffit maintenant. Ah, bah là, c'est vrai qu'il va se passer toute une évolution. Alors, qu'est-ce qui va faire évoluer le processus de l'extrémisme? 2 qualités du rayon 6, que je vous ai pas encore données. 2 qualités extrêmement importantes. Et ces 2 qualités du rayon 6, vous allez voir qu'elles sont très intéressantes parce qu'elles sont très ambiguës. Même quand vous allez les entendre, ça va vous faire drôle. La première qualité, c'est purification. Épuration. Vous voyez, épuration, purification. En effet, c'est en réussissant à purifier notre corps émotionnel, à se décentrer. C'est en cherchant progressivement à cultiver de plus en plus, c'est encore du rayon 6, des idéaux plus abstraits, plus impersonnels, des idéaux qui rejoignent la globalité, qui rejoignent l'ensemble. Plus je suis comme ça, plus je me purifie, ben oui, plus je vais arriver progressivement à être impersonnel ou un petit peu plus impersonnel. Et du coup, effectivement, il y a une grande épuration qui fait que, waouh, je vais pouvoir m'ouvrir à autre chose. Mais vous voyez comment finalement, encore une fois, notre fil du rasoir, qu'est-ce qui se passe quand ces qualités sont utilisées par certains pour les autres? Regardez comme on vous dit « purifiez-vous, mes frères ». Il est grand temps de se purifier. Vous voyez, c'est un terme que l'on doit s'appliquer à soi-même, soit à soi-même, jamais à appliquer aux autres sous peine d'être un véritable extrémiste. Dès que j'emploie ce terme, ça ne va pas du tout. Épuration, oui, j'ai effectivement à m'épurer dans ma vie, à lâcher prise à un certain nombre de choses. Mais si je parle de épuration à l'extérieur, surtout si j'ajoute ethnique, vous voyez ce que ça donne? Vous voyez, comme certaines formes d'extrémisme, épuration ethnique, on va épurer la nation que nous sommes. Et c'est ça qui est passionnant justement dans ces mots, vous voyez, du rayon 6, c'est que appliquer à soi-même, c'est vraiment un facteur de libération. Appliquer aux autres, c'est tout simplement l'horreur de nos derniers siècles, dès qu'on les applique aux autres. Le deuxième mot, ça va être aussi très très clair du premier coup, c'est le mot sacrifice. Hein, on sent bien là tout de suite le mot sacrifice. Il y en a même qui disent, il y a une qualité dans ce mot-là, le défaut je le vois bien, mais bon, sacrifice. En effet, le rayon 6 nous dit que pour arriver progressivement à évoluer, il faut que nous comprenions l'idée du sacrifice intérieur qui fait que plus on va s'élever, plus on va comprendre combien il faut sacrifier des idéaux inférieurs pour aller vers des idéaux supérieurs. Combien il va falloir mettre en place tout un système de renoncement
combien il va falloir renoncer à des petites tendances que j'avais personnellement si je veux être un petit peu en cohérence avec tel idéal que je commence à percevoir. Combien finalement, je m'aperçois que dans mon quotidien, j'ai tel aspect, telle chose, tel comportement. Bon, et que pourtant, pour moi, je viens de contacter un idéal qui me paraît important à mettre en place dans ma vie. Mais si je continue à me comporter comme ça, c'est incohérent. Bon, personne n'a à m'imposer quoi que ce soit. C'est à moi d'effectuer les sacrifices nécessaires, d'effectuer les renoncements nécessaires. Au moment où ça me paraît cohérent, au moment où je me sens prêt. Il ne s'agit pas et jamais de dire « bon, puisque c'est ça, je renonce à tout pour mon idéal ». C'est encore un extrémisme. Il y a des gens qui le font. J'ai compris qu'il fallait se donner à cela, et donc le moi, tout ça, c'est rien du tout. Supprimons le moi, supprimons les désirs. Puisque c'est ça, demain, j'arrête tout. Ben voyons. Extrémisme. Non, c'est un travail, vous voyez, le sacrifice, c'est sacrifier ce qui nous paraît d'un moindre intérêt pour ce qui nous paraît d'un plus grand intérêt. Mais vous vous rendez compte, si j'emploie ce mot à destination des autres, faites des sacrifices. Sacrifiez-vous. Pour la cause, pour l'idéal, il serait grand temps qu'effectivement vous vous sacrifiez. Vous qui cherchez à être des héros, devenez des héros pour la cause, devenez éventuellement des martyrs et vous deviendrez quelqu'un d'extraordinaire. Vous allez voir, d'accord, vous allez vous faire sauter, vous allez vous mourir, mais vous serez accueillis dans l'au-delà d'une manière fabuleuse. La récompense. Et toi, tu ne te sacrifies pas? Ah non, moi non. Non, moi je suis là pour organiser un peu. Bon. Vous voyez, c'est vraiment, purification, épuration, sacrifice, c'est vraiment deux mots intéressants parce qu'on voit comment à travers ces mots, avec le rayon 6, très lentement, progressivement, on arrive à passer à autre chose. Et c'est là où on peut reprendre notre sens du goût dont on parlait tout à l'heure. Le sens du goût, comme tous les sens, hein, si vous avez déjà entendu d'autres conférences, vous savez qu'ils sont tous extraordinairement importants et que ce sont des moyens d'évolution fondamentaux. Le sens du goût au niveau physique nous donne simplement l'idée de qu'est-ce qui est bon pour moi. Bon, ce que je mange. Au niveau émotionnel, c'est ce qui nous donne le sens des idéaux. Quels sont les idéaux qui sont bons pour moi, quels sont ceux qui ne sont pas bons? Et donc je vais prendre ceux qui me paraissent bons et je vais rejeter ce qui ne me paraît pas bon. Ok, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure à propos des adolescents. Mais si je monte le goût sur le plan mental, sur le plan des idées, alors là, on arrive à une qualité fondamentale qu'on appelle le discernement. Le goût mène au discernement. Ça veut dire que là, je ne cherche plus tout simplement à m'emballer, à m'enflammer pour tel ou tel idéal. Je vais commencer par discerner parmi tous les idéaux, ce que j'ai pratiqué, ce que pratiquent les autres, tout ce qui est bien comme ça, en disant, mais parmi tous ces idéaux, quel est l'idéal vraiment utile pour tous? Quel est l'idéal le plus global? Qu'est-ce qui ferait du bien à l'ensemble? Quel est l'idéal qui ferait l'unanimité? Quel est l'idéal qui ferait qu'on arrêtait de se battre parce que tous les idéaux sont en conflit les uns avec les autres? Y aurait-il un idéal suprême qui ferait qu'on arrêterait d'être en conflit les uns avec les autres? Eh bien, je cherche à discerner ça avec mon sens du goût. Et quand je le trouve, sur quoi je tombe? Une idée. Je viens de remonter de l'idéal à l'idée. En effet, tant que nous sommes dans les idéaux, nous sommes forcément tous en compétition les uns avec les autres, parce que nous interprétons donc les idéaux de manière extraordinairement différente et personnelle. Mais dans le monde des idées, il n'y a pas de combat. Les scientifiques sont absolument tous d'accord et unanimement pour toutes les idées fondamentales. Et quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance nationale, ils sont tous d'accord sur les idées. Même par exemple, tous les pays ont signé par rapport à une idée telle que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent vivre les uns avec les autres avec fraternité. Tous les peuples du monde ont signé. Oh, ça ne veut pas dire que c'est mis en place, parce que c'est une idée fondamentale. Et cette idée,
quand elle descend sur le plan émotionnel, chacun l'interprète. Bon, libre et égaux, ça dépend. Il y en a qui sont plus libres, qui sont plus égaux. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la fraternité. Oui, chacun, sur le plan des valeurs, va interpréter cela à sa sauce, à ce qui lui plaît, avec son émotionnel, avec son affectif. Et du coup, ces valeurs, elles ont une certaine tendance à se combattre les unes les autres. Mais quand on se dit, il doit bien y avoir quelque chose qui nous rassemble, il y a bien quelque chose qui fait unanimité, ah oui, c'est l'idée. C'est l'idée de base. C'est l'idée dont sont partis tous les idéaux, puisque tous les idéaux naissent d'une idée. Et donc tout le travail que nous avons à faire, nous, finalement, c'est d'arriver à remonter à l'idée. Si nous restons dans les idéaux, on peut faire un travail d'épuration, on peut faire un travail qui consiste, par exemple, à chercher des idéaux qui concernent de plus en plus de personnes, des idéaux d'ensemble, des idéaux de globalité, des idéaux qui concernent véritablement un monde nouveau, et qu'on chercherait à défendre le plus impersonnellement possible, sans critiquer qui que ce soit. Mais encore une fois, je suis encore un peu dans l'émotionnel, donc c'est pas évident. Non, le grand travail que nous avons tous à faire, si nous voulons véritablement avancer, c'est quitter le domaine des idéaux, ça tombe bien le rayon 6, il n'est plus là, et tenter de remonter vers le monde des idées. Tenter de dire, mais c'est quoi l'idée maîtresse ? Quelles sont les idées dont l'humanité a besoin maintenant ? Quelles sont les idées qu'on pourrait avoir ? Quelles sont les idées fondamentales qui pourraient être utiles pour tous ? À partir desquelles, chacun, parce que l'humanité n'en est pas du tout encore à la capacité d'entendre les idées à l'état pur, ça ne lui parle pas du tout, c'est beaucoup trop froid. Mais une fois qu'on a l'idée, rien ne nous empêche de pouvoir décliner l'idéal, en disant à telle personne, écoute, l'idée ça, mais je t'en parle pas, mais ça serait bien, si. Mais les idéaux commencent toujours par, ça serait bien, oh, ça serait chouette, et si. Mais ça, c'est comme ça qu'on commence souvent les idéaux. À un enfant, je ne vais pas forcément lui parler de l'idée, mais je vais lui donner un idéal à sa portée. Et puis peut-être que les idéaux, tels que les Chinois vont les voir, c'est différent, tels que les Anglais les voient, tels que les Américains les voient, tels que les Français les voient. Mais tout ça, ce sont des déclinaisons de l'idée. Mais si nous voulons que les idéaux existent sans trop de déformation, si nous voulons que l'idée ne se perde pas, ne se dilue pas dans les idéaux, alors il faut absolument l'enrichir. D'où justement notre rôle à nous extrêmement important de chercher toujours à remonter à l'idée fondamentale. Et c'est ce que nous faisons ici, ensemble. Puisque le projet de cette année, c'est toujours de prendre les événements du monde, de voir ce qu'ils sont au niveau concret, de remonter progressivement aux idéaux, puis d'arriver de remonter à l'idée. C'est quoi l'idée maîtresse ? Voilà pourquoi on a vu aujourd'hui, vous voyez, que le fondement même de l'extrémisme, c'est une énergie de rayon, c'est surtout une énergie psychologique d'affirmation de soi, et comment tout ceci nous amène progressivement à dire, mais à l'origine, il y a des idées. Et si nous travaillons tous à l'idée, plutôt que de travailler simplement donc à être dans les idéaux. Vaste programme. Je vous propose de méditer là-dessus.